Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver comme chaque semaine. Le Rwanda et la République démocratique du Congo ont décidé de mettre en place un mécanisme de vérification ad hoc renforcé, chargé de surveiller le respect du cessez-le-feu du mois d'août 2024, qui exige l'arrêt des combats dans l'est de la RDC. Ce mécanisme comprendra 18 militaires d'Angola, 3 du Rwanda et 3 de la RDC. Cette décision a été prise à Goma lors d'une réunion qui a réuni les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, respectivement ambassadeurs Olivier Nduhungirehe et Thérèse Kayikwamba, avec Tété Antonio de l'Angola. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a déclaré qu'à la lumière des discussions menées mardi, il y a de l'optimisme quant au rétablissement de la sécurité à l'est de la RDC. Suivez-le. Aujourd'hui, c'était le jour pour le lancement de ce mécanisme ad hoc renforcé qui a été présenté avec 18 officiers angolais, 3 officiers de liaison congolais et 3 officiers de liaison rwandais. Et donc nous sommes ici pour la paix, pour qu'il y ait un mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui a été convenu le 4 août et qui doit être respecté. Et nous, le Rwanda, nous sommes toujours engagés au processus de Luanda et nous espérons, parce que nous avons eu une réunion des experts dernièrement, le 30 et le 31 octobre à Luanda, qui a adopté un concept des opérations pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. Et donc, une réunion des ministres a été convoquée pour le 16 novembre et on espère qu'on va adopter ce concept des opérations et aller de l'avant. En tout cas, on est optimiste et j'espère qu'on va continuer de l'avant. De l'est de la RDC à Goma, partons cette fois-ci au Kenya où l'Assemblée législative de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est vient de renvoyer pour profonde correction le rapport du Comité des affaires régionales et de la région des affaires régionales et de la résolution des conflits pour avoir inclus des points purement politico-politiciens, notamment pour ce qui est de la fermeture des frontières du Burundi avec le Rwanda et de la menace que représentent les réfugiés burundais au Rwanda. Depuis Kampala, Edi Sabiti nous rejoint pour nous en dire plus. Bienvenue Edi Sabiti, et que pouvez-vous nous dire de justement ce qui se passe actuellement? Merci beaucoup David. Il s'agit de Kampala en Ouganda et non pas au Kenya. Donc c'est un rapport qui a été lu et présenté devant la plénière aujourd'hui. C'était présenté par l'honorable Dr Siranda Gerard Platts, un des députés de cette communauté, mais il est ougandais. Celui-ci a donc parcouru, c'est un rapport bien fourni, avec une quarantaine de pages qui a été sur lesquelles ils ont travaillé les membres de cette commission entre le 16 septembre dernier et le 21 septembre. Il s'agit ici donc d'un rapport sur les affaires régionales et sur la résolution des conflits, mais cette fois-ci, ce rapport s'était focalisé sur la coopération et surtout la collaboration entre les centres d'excellence des polices au niveau des pays membres de cette région. Il s'agissait également de voir comment est-ce que cette collaboration permet à combattre notamment les crimes transfrontaliers entre les pays membres. Il y a eu des résolutions, des conclusions de ce rapport, notamment un travail pas très en collaboration entre certains pays de la région, notamment pour ce qui est des échanges des informations sur des crimes transfrontaliers. Il y a également les polices nationales au niveau des pays membres
qui ont été plutôt très ouvertes à fournir des rapports et des informations, ce qui a été loué ici par les membres de cette commission. Mais dans l'ensemble, on remarque qu'il y a des efforts à fournir, notamment par rapport à la collaboration et surtout au combat contre la criminalité au niveau de la région. C'est vrai, il y a une volonté politique de la part des pays membres, mais il reste encore du chemin à faire. Et maintenant, puisqu'il s'agissait là du fond et surtout de la mission principale du rapport, le rapport dont j'ai la copie que vous voyez, il s'agissait donc de suivre de près cette question-là du combat contre le crime transfrontalier et surtout de la résolution de de la collaboration entre les instances et les institutions de sécurité au niveau de la région. Le hic, c'est qu'il y a certains passages qui ont été insérés et chose grave, à l'insu de certains membres de cette commission qui ont été surpris par la lecture de certains passages, notamment la question de la fermeture de frontières par le Burundi. Je parle bien de la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda, qu'on a mis sur le dos du Rwanda. On parle du Rwanda qui abrite des réfugiés de 2015 qui seraient armés, qui seraient entraînés sur le sol rwandais. C'est quelque chose, c'est du déjà vu, mais en matière politique. Directement, certains membres de cette commission se sont levés pour dénoncer ces passages que eux ne reconnaissent pas, que eux n'ont jamais reconnu lors de l'écriture de ce rapport. Et le président de cette assemblée se levait et a dit clairement qu'il fallait ne pas politiser cette assemblée législative parce que déjà il était question de cette politisation qui avait semblé élire domicile dans cette assemblée, notamment avec certains représentants de la RDC. On avait interdit à ce que le conflit ou les tensions politiques qui existent entre la RDC et le Rwanda déjà avaient été clairement dit qu'il ne fallait pas ramener ces questions politiques sur cette scène, plutôt dans cette auguste assemblée. Alors, le président de cette... Oui. Oui, merci en tout cas pour tous ces détails si importants sur cette assemblée qui vous allez bien sûr continuer à nous tenir au courant de l'évolution, n'est-ce pas? Juste un petit détail très important, oui. C'est que ce rapport a été renvoyé pour correction profonde par ses membres et certains de ses membres se sont excusés que cela n'allait plus se reproduire. Donc, je parlais de la politisation de cette auguste assemblée et ce rapport donc sera réédité et surtout on va tenir compte de ne pas pouvoir y ramener ces points qui fâchent, ces points dont certains membres de cette assemblée comme l'honorable Ndangiza a dit qu'il existe des forums ou des plateformes où déjà le Burundi et le Rwanda échangent sur la question du retour des réfugiés burundais et surtout à la réouverture potentielle des frontières du Burundi, puisque, on doit le préciser, le Rwanda, lui, n'a jamais fermé ses frontières. Merci beaucoup, Eddy Sabiti, qui nous rejoignait donc depuis Kampala, en Ouganda. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, se félicite de l'impact que le Fonds La Francophonie avec elle a eu sur la vie socio-économique des femmes dans les pays de l'espace francophone. Madame Mushikiwabo s'est exprimée peu après le 19e sommet de la francophonie à Paris en octobre dernier. Le fonds La Francophonie avec elle que j'ai mis en place pendant la pandémie en 2020
est né de l'idée de pouvoir apporter un certain soutien à la vie économique des femmes qui étaient à l'époque, qui le restent d'ailleurs en quelque sorte, en situation de précarité économique, surtout en vue du confinement qui confinait, qui gardait les femmes chez elles et qui n'ont pas pu, vous savez bien, dans la plupart de nos pays du Sud, que les femmes partent de chez elles tôt le matin pour quelques activités économiques. Et donc nous avons voulu apporter notre soutien à ces femmes-là. C'est un programme qui a commencé modestement, où j'ai décidé, avec l'accord des ministres en charge de l'organisation, de rassembler des fonds qui n'allaient pas être utilisés comme prévu à cause de la pandémie. Oui. Tout ce qui est conférences, tout ce qui est voyage à travers le monde. Certaines activités qui, tout d'un coup, ne pouvaient pas avoir lieu à cause des restrictions. Et nous avons commencé avec 3 millions d'euros. Avec la première édition, très rapidement, nous sommes adaptés pour très rapidement pouvoir décaisser des fonds qui sont allés à un groupe de femmes qui qualifiaient après notre appel à candidature. Depuis lors, la francophonie avec elle est devenue la star de nos activités. Nous sommes... à l'origine, on n'était que sur le continent africain. Oui. Aujourd'hui, nous avons pu étendre nos activités, par exemple au Liban, notre pays francophone qui représente notre organisation au Moyen-Orient, où nous avons aussi un bureau, une représentation. Nous sommes en Asie du Sud-Est aussi, Vietnam et Cambodge. Et c'est un fonds que finalement j'ai demandé à nos bailleurs, à nos États, de pouvoir garder en place, pérenniser comme programme de l'OIF et qui aujourd'hui, j'en ai parlé dans mes interventions lors du sommet, on est à la 5e édition, autour de 13 millions d'euros, mais nous avons prévu pour, en tout cas, les quelques prochaines années, un minimum de 2 500 000 euros pour pouvoir justement apporter ce soutien aux femmes, qui reste très modeste parce que les besoins sont énormes. Et les femmes dans l'espace francophone estiment que les défis qui compromettent encore le développement de la femme dans cet espace seront surmontés si les pays conjuguent leurs efforts dans ce combat. Pendant les sessions de formation, les femmes elles me demandent l'accès au financement, l'accès aux énergies, tout simplement de pouvoir. Celles que j'ai eu l'occasion de former au Cameroun, notamment, elles me disent « Ok, on a besoin en fait de pouvoir avoir un espace de travail qui nous permet d'avoir le Wi-Fi. » Donc, ce sont des petits éléments pour certains, mais qui sont déterminants, notamment pour cette formation. L'accès à Internet, l'accès au financement de la formation, voilà les principaux défis que moi je rencontre. Tous les défis de la formation, les partenariats permettent de structurer en fait mieux le projet, de trouver en fait la logistique qu'il faut dans les espaces de travail, de trouver en fait on va dire l'outil Internet aussi, d'avoir également les outils ordinateurs et autres si elles en ont besoin, après de pouvoir travailler, donc se positionner auprès d'un pays membre. Donc oui, ce sont des enjeux qui vont juste s'imbriquer en fait pour qu'on puisse propulser la création de l'entreprise de ces femmes-là. Elles vont créer, devenir des chefs d'entreprise, assistantes virtuelles polyvalentes et elles vont pouvoir travailler auprès des pays membres. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'information sur Rwanda TV, la grande édition. Les habitants des secteurs de Bweyeye et Butare, en district de Rusizi, ont commencé à planter des arbres traditionnels et ceux qui sont plantés avec d'autres cultures pour atténuer les effets de l'érosion due au relief de ces secteurs. Ces habitants ont reçu de la part de l'organisation
Nature Rwanda qui œuvre dans la préservation de l'environnement en luttant contre le changement climatique dans ces secteurs. Environ 300 000 arbres traditionnels et ceux qu'on plante ensemble avec d'autres cultures. Kassim Youssouf nous fait le point. Les secteurs d'Obgayeye et Butare sont constitués des hautes montagnes, ce qui les rend particulièrement vulnérables à l'érosion qui emporte souvent les récoltes des habitants sans épargner leurs autres biens. Toujours est-il que la faible densité des arbres traditionnels dans cette zone a, selon les habitants, des répercussions sur la biodiversité locale. Les glissements de terrain suite au relief très accentué sont très fréquents et les collines dénudées sont très touchées et parfois des vies sont emportées. Il y a eu un jour un glissement de terrain dans ce secteur et des maisons ont été détruites et des personnes ensevelies. Pour faire face à ce problème, le projet Nature Rwanda apporte de l'aide aux habitants de Butare et Bweyeye pour planter des arbres traditionnels et ce qu'on mélange avec d'autres cultures ainsi que des arbres fruitiers comme l'avocatier. Nous avons planté des arbres sur une superficie de 600 hectares au cours des 2 dernières années, mais nous avons constaté qu'il y a encore une très grande superficie qui nécessite un reboisement et c'est pour cette raison que nous avons décidé cette année d'accroître la superficie et nous allons planter environ 300 000 arbres sur 1000 hectares. Les arbres ne retiennent pas seulement le sol, mais ils aident également à accroître la production, surtout que les arbres traditionnels attirent des insectes comme des abeilles et des papillons qui interviennent dans la pollinisation des plantes. Les plantes traditionnelles aident dans la préservation de la biodiversité qui intervient dans le maintien de l'originalité et l'amélioration de la qualité du sol. J'invite donc d'autres partenaires à venir pour que nous puissions collaborer et faire quelque chose dans ces secteurs, surtout que c'est dans l'unisson que le résultat sera effectif. Le district de Rusizi s'est en effet joint aux habitants lors du lancement du programme de reboisement ayant consisté à planter environ 300 000 arbres dans les secteurs de Butare et Bweyeye et à demander aux habitants de prendre soin de ces arbres pour que le résultat escompté soit atteint. Nous exhortons les instances de base et les habitants à comprendre que ce projet est là pour eux et qu'ils comprennent que ces arbres vont aider à lutter contre l'érosion qui emportait leur culture. Nous leur demandons de les préserver et qu'ils ne considèrent pas ces arbres comme appartenant aux partenaires qui les ont plantés, mais qu'ils comprennent qu'il s'agit de leur responsabilité de base et que les partenaires viennent pour les assister. L'Office rwandais des forêts indique qu'il existe un programme visant à planter environ 60 millions d'arbres à travers toute l'étendue du territoire national. Le district de Rusizi fait partie des districts ciblés pour cette initiative où des arbres seront plantés dans des champs et le long des rivières dans le but de prévenir l'érosion qui nuit aux habitants. Merci à vous tous qui nous avez suivis également. Nous arrivons à la fin de cette grande édition. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.